Bonjour tout le monde, merci pour venir ici à l'atelier de gouvernance, administration et prise de décision éclairée en entreprise, qui est donné par Mamoun Chedadi du Conseil de la coopération de l'Ontario. Moi, je suis Gabriela Cascinano de PARO, l'organisation qui vous présente cet atelier. Je vais vous donner quelques mots, je vais parler un petit peu de PARO et après je vais donner la parole de Mamoun. Est-ce que ça te va, Mamoun? Oui, c'est très bien, merci beaucoup. Ok, merci. PARO, c'est une organisation sans but lucratif qui a été fondée en 1995. Donc, on a aidé beaucoup de clients. En effet, PARO, ça veut dire je suis prête, si on parle des femmes, parce que PARO, c'est une organisation qui aime les femmes entrepreneurs. On les aide avec des programmes et services qui peuvent les aider à n'importe quelle étape dans leur parcours de business. Par exemple, on peut les aider avec le cercle d'empreinte entre pairs. On a des formations, on a accès à des moyens de financement pour l'entreprise et on a des programmes qui peuvent aider les femmes entrepreneurs comme vous à n'importe quelle étape. Si vous voulez démarrer une entreprise, si vous l'avez déjà démarrée, vous voulez l'agrandir et aussi si ça vous intéresse d'aller en dehors du pays, par exemple, vers d'autres marchés. Si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur le site paro.ca. Et je veux juste finir en disant qu'on est partout en Ontario. On a des offices, des personnes comme moi, des conseillers, des business growth advisors, comme on dit, qui travaillent avec des clients d'une manière individuelle aussi, avec des conseils. Et vous pouvez, comme j'ai dit, nous trouver sur le site paro.ca ou sur les médias sociaux. Maintenant, je donne la parole à Mamoun. Bienvenue, Mamoun. Et on est Bonjour très Gabriela. content d'avoir ici aujourd'hui. Merci beaucoup Gabriela et bonjour à toutes et à tous. Et c'est toujours un plaisir d'être avec toi ici Gabriela. On se connaît depuis un certain temps Oui. dans le cadre de plusieurs formations, mais aussi d'autres événements. Donc, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, d'animer cet atelier sur la gouvernance, l'administration et la prise de décision éclairée en entreprise. Donc, cet atelier de formation est offert pour PARO et donc je tiens à vous remercier de votre présence aujourd'hui et de votre intérêt pour cette formation. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec l'ordre du jour et découvrir ensemble. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit dans le chat, soit vous pouvez aussi ouvrir votre micro et poser les questions. Donc, tout d'abord, on va commencer par la présentation de l'organisme que je représente aujourd'hui, qui est le Conseil de la coopération de l'Ontario, ou sous un format plus court, CCO, si vous avez déjà entendu le diminutif. Ensuite, je vais m'introduire. Après cela, on va définir ce que c'est la gouvernance, quelle est l'importance des lois dans la gouvernance, quelles sont les caractéristiques et les mécanismes que l'on retrouve dans cette gouvernance d'entreprise, les pouvoirs, les droits et les responsabilités des membres au sein des différentes entreprises. L'Assemblée générale, qu'est-ce que c'est et quel est le processus d'élection qui s'ensuit, les rôles et les responsabilités du CA ou du conseil d'administration, les comités et enfin quelques ressources et conseils pratiques. Donc, c'est un programme assez chargé, comme on le dit, mais bon, ça va aller assez rapidement et fluidement. Donc, tout d'abord, qui est le Conseil de la coopération de l'Ontario, le CCO? Donc, nous sommes également un organisme sans but lucratif, plus précisément une entreprise sociale ontarienne qui a été fondée en 1964. Donc, je n'étais pas encore né, comme vous pouvez le voir. Donc, nous travaillons à assurer la promotion, le développement et l'innovation des coopératives et des entreprises sociales, ce qu'on appelle plus communément les entreprises collectives. Bien sûr, dans toute la province de l'Ontario. Donc, nous sommes des joueurs de premier plan du développement économique communautaire. Nous faisons également de la recherche et de l'innovation sociale et nous créons des relations d'affaires au niveau international, national, mais également à l'échelle municipale. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte devant vous, nous avons 5 points de service à travers toute la province de l'Ontario pour avoir une présence au plus proche des communautés qu'on dessert. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes à Thunder Bay, Temiskaming Shores, Sudbury, Ottawa, Windsor et bien sûr Toronto. Et c'est le bureau que je représente aujourd'hui.
Alors, quel est le fonctionnement spécifique du conseil de l'administration, du conseil de la coopération de l'Ontario? Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes divisés en 4 pôles distincts. Donc, nous avons le pôle innovation, qui est vraiment notre laboratoire de recherche et développement, qui permet de ressortir les idées les plus novatrices et prometteuses pour nous aider dans notre travail. Nous avons le pôle développement, qui est le principal levier de croissance du CCO, et son rôle, c'est de rechercher du financement, mais également de faire de la vente de services. Le pôle de soutien opérationnel, donc là, comme son nom l'indique, ça regroupe les fonctions d'administration, de communication, de ressources humaines, de mesures d'impact. Et enfin, le pôle impact, donc c'est le pôle que je représente, c'est en fait le pôle d'exécution des contrats sous 5 divisions que nous avons. Donc, démarrage et croissance d'entreprise, c'est la division que je représente, la division de recherche, la division communautaire et enfin la division d'employabilité. Alors, qui suis-je? Peut-être que vous m'avez vu dans d'autres formations, mais mon nom est Mamoun Chedadi, je suis agent d'impact au CCO. Donc, je suis localisé au bureau de Toronto et je travaille plus précisément au service de démarrage et de croissance des entreprises. Donc, nous accompagnons les entreprises dans tout leur stage de développement ou étape de développement, c'est-à-dire à partir de l'idée d'un projet jusqu'à la vente du premier bien ou service. Et pour ça, nous avons plusieurs programmes. Donc, je vous invite à consulter notre site Internet pour en savoir plus sur les différentes initiatives parce qu'il y en a beaucoup et on n'aura pas le temps de tous découvrir aujourd'hui. Vous avez également mes coordonnées sur la présentation. Bien sûr, cette présentation sera communiquée au PARO et donc vous pouvez contacter si vous avez des questions ou des suggestions. Alors, ce qui m'anime dans mon travail au quotidien, c'est, comme j'ai dit, vraiment de soutenir les entreprises en démarrage et en croissance, développer des programmes de formation comme celui d'aujourd'hui et également d'accompagner des porteurs et des porteuses de projets à atteindre leur plein potentiel d'affaires. Donc là, c'est juste un disclaimer donc avant de commencer notre formation. Donc, cette formation n'est pas un avis légal ou un condensé exhaustif de la législation qui s'applique aux coopératives et aux sociétés à but non lucratif. Si vous avez besoin d'assistance concernant l'interprétation de la législation, donc là, on vous conseille de contacter votre conseiller juridique. Donc, cette formation a été créée afin de vous permettre d'accroître vos connaissances en termes de gestion d'entreprises collectives, de prise de décision collective et pour vous présenter plusieurs pratiques de saine gouvernance. Alors, bien sûr, on va commencer tout d'abord par définir la gouvernance. Donc, c'est un terme qu'on entend depuis le début de cette présentation, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, n'hésitez pas aussi à écrire sur le chat si vous avez donc des définitions en tête. Donc, pour résumer, donc la gouvernance, c'est un mot qui est récent, assez récent, on va dire, puisqu'il a été existant depuis les années 80. Donc, c'est un mot qui est apparu dans la langue française et qui signifie l'art et la manière de gouverner. Donc, la gouvernance, elle s'applique à tout type d'entreprise et d'organisation, aussi bien des collectivités territoriales, des organismes nationaux, internationaux, des associations, des organisations sans but lucratif, etc. Et la gouvernance intervient avec leurs règles et leurs objectifs pour dresser les opérations. Donc, Cadbury, en 1992, a défini la gouvernance comme le système par lequel les entreprises sont dirigées et contrôlées. En 2003 et 2005, donc Dennis et McNowell et également Aguilera ont défini la gouvernance comme un ensemble de mécanismes par lesquels les actionnaires et les autres parties prenantes d'une entreprise exercent un contrôle sur les dirigeants. Donc là, on voit vraiment dans toutes ces définitions, que ce soit depuis les années 80 jusqu'à les années récentes, que c'est toujours autour de la manière et de l'art de gouverner au sein de l'entreprise. Alors, quels sont concrètement les objectifs de la gouvernance d'entreprise? Donc, l'objectif fondamental de la gouvernance, c'est de stimuler et de maximiser la valeur actionnariale et de protéger les intérêts des autres parties prenantes, c'est-à-dire les membres, les employés, les clients, etc. Donc, la gouvernance a différents objectifs parce que le but final, c'est quand même de renforcer la confiance des investisseurs et pour mener l'entreprise vers une croissance qui soit beaucoup plus rapide et exponentielle. Donc là, vous avez 7 objectifs principaux, bien sûr, pour la gouvernance d'entreprise.
Donc là, ça peut être, par exemple, je vais juste en citer quelques-uns. Donc, le conseil dispose d'un mécanisme efficace pour comprendre les préoccupations des parties prenantes. Le conseil tient les actionnaires informés des développements pertinents. Il surveille efficacement et régulièrement le fonctionnement de l'équipe de direction. Il conserve à tout moment le contrôle effectif des affaires de l'entreprise. Donc, tous ces objectifs sont en relation avec la définition qu'on a vue précédemment et qu'on continue dans cette vision de contrôle et de maintien de la structure de l'entreprise. Donc là, dans cette slide, je veux faire le focus sur quels sont les éléments d'une bonne gouvernance. Donc là, il y a un rapport de l'Institut de gouvernance qui est sorti donc, de l'Université d'Ottawa et il affirme qu'une bonne gouvernance comporte l'atteinte des résultats recherchés d'une façon compatible avec les valeurs démocratiques, mais aussi avec la justice sociale. Donc, quels sont ces éléments de bonne gouvernance? Il y en a 5. Le premier, c'est la vision. Donc, j'envisage un avenir pour ma structure, pour mon entreprise. Deuxième objectif, c'est l'orientation. Donc, je définis les objectifs et je précise un cheminement général vers lequel mon entreprise va y aller. Les ressources. Donc là, j'obtiens des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs où je suis la voie tracée. La surveillance. Je m'assure périodiquement que le véhicule organisationnel est bien entretenu, progresse vers sa destination, et ce, bien sûr, toujours dans les limites de la loi. Et enfin, le dernier élément d'une bonne gouvernance, c'est l'obligation de rendre des comptes, ce qu'on appelle en anglais « accountability ». Donc, il faut rendre des comptes aux différentes parties prenantes qui sont concernées dans votre entreprise. Donc là, il faut s'assurer que les employés, les clients, le gouvernement et toutes les autres parties, fournisseurs bien sûr, leur faire un rapport sur le progrès que votre entreprise est en train de mener. Donc là, il y a deux parties prenantes, comme on peut le voir dans la gouvernance d'entreprise. Vous avez d'un côté le conseil d'administration qui est représenté par les directeurs, et de l'autre côté, vous avez l'assemblée des membres qui est représentée par les actionnaires. Et vous avez la gouvernance qui est au milieu et donc qui essaie de mettre en place cet équilibre entre ces deux parties prenantes ou ces deux pôles. Donc, son rôle, c'est vraiment d'être responsable de cet équilibre-là. Alors là, selon les recherches qui ont été menées par le ministère du Commerce, de l'Industrie et le King's College de London, donc il existe 18 facteurs de bonne gouvernance d'entreprise. Donc là, j'en ai cité que quelques-uns pour ne pas être trop lent, mais vous pouvez les retrouver en ligne. Donc, je citais quelques-uns. Donc, c'est l'activisme des actionnaires. Donc, bien sûr, pourquoi? Parce qu'on a dit que les actionnaires sont une partie importante de la gouvernance. Étendue et profondeur du partage d'informations privées. Donc là, on parle encore d'une certaine visibilité, d'une certaine fluidité. Donc, il faut être clair dans les décisions qu'on prend et il faut être visible. Indépendance des auditeurs externes. Donc, auditeurs, c'est quoi? Ce sont des sociétés ou des personnes qui viennent faire l'analyse de vos comptes. Donc, bien sûr, on ne va pas prendre des personnes internes, même s'ils ont les compétences, parce que leur avis peut être subjectif. Donc, on va faire appel à des personnes qui n'ont aucun lien avec notre société pour faire l'audit. Diversité, capital humain et social au sein du conseil d'administration. Bien sûr, on cherche à avoir des femmes, des hommes, des personnes plus jeunes, des personnes plus âgées, afin qu'on ait un certain équilibre dans le conseil d'administration. Et bien sûr, un des moteurs fondamentaux, c'est un conseil d'administration qui est indépendant. Encore une fois, c'est pour éviter cette subjectivité. Et en général, surtout pour les organisations à but non lucratif, dans leur conseil d'administration, ce sont principalement des personnes volontaires qui viennent exercer leur rôle dans le conseil d'administration. Et ça, on va le voir par la suite. Donc là, sur cette diapositive, j'ai mis en exergue quelques scandales financiers qu'on a connus ces dernières années. J'en suis sûr que vous connaissez certains d'entre eux, sinon tous. Et donc là, on voit quel est l'impact de la gouvernance au niveau de ces scandales financiers. Bien sûr, celui d'Apple, donc ça remonte à 2007 lorsqu'un utilisateur de Reddit, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Reddit, mais Reddit, c'est un site web d'actualité sociale américain
qui a signalé qu'une mise à jour du logiciel, donc sur les téléphones Apple, avait réduit les performances de son iPhone, mais que cela a été corrigé lorsqu'ils ont remplacé sa batterie. Donc, bien sûr, ce poste a donné lieu à une importante couverture médiatique. Donc, Tim Cook, le CEO d'Apple, avait réagi en confirmant que le logiciel était conçu pour les performances, parce que c'est normal, mais avait affirmé que l'intention était uniquement d'empêcher les arrêts inattendus des appareils avec des batteries plus anciennes. Donc là, encore une fois, c'est l'obsolescence programmée. Donc, on cherche à ce que les personnes consomment encore plus, payent encore plus pour que l'entreprise s'enrichisse. Donc, le deuxième scandale, c'est celui des émissions de Volkswagen, donc la marque de voitures, et qui a été également connu, ce scandale, sous le nom de Dieselgate. Donc, ça avait commencé en septembre 2015, lorsque l'Agence américaine de protection de l'environnement annonçait qu'elle pensait que Volkswagen avait triché au test d'émissions. Donc là, ça avait, dans tous les médias du monde, on parlait de ce problème-là. Et donc, il s'est avéré que la société a utilisé des dispositifs de neutralisation pour réduire les émissions d'azote. Et donc, cette découverte avait conduit à des enquêtes dans le monde entier au niveau des voitures de Volkswagen et avait touché plus de 11 millions de voitures. Donc, c'est quand même un chiffre énorme. Le troisième scandale est celui de Facebook. Donc là, c'est le plus grand scandale qui avait éclaté en mars 2018, lorsque le Guardian et le New York Times ont rapporté qu'une entreprise appelée Global Science Research avait récolté des données de millions d'utilisateurs de Facebook en 2013, sans bien sûr leur consentement explicite. Et donc, ces informations ont été ensuite vendues à Cambridge Analytica, qui les a utilisées pour créer des publicités très ciblées afin d'encourager les utilisateurs de Facebook à voter en faveur de Trump et en faveur du Brexit. Donc là, encore une fois, tout ça, on voit que c'est des malversations en gouvernance et que ce n'était pas respecté. Le dernier scandale ici dont je vous parlais, c'est celui de Lehman Brothers. Donc, cette société avait déposé son bilan en 2008 après avoir été victime de la crise des subprimes aux États-Unis. Donc, la banque, elle avait emprunté des capitaux importants depuis de nombreuses années pour accorder des prêts à des personnes qui cherchaient à acheter un bien immobilier. Et donc, elle a été confrontée à une situation où ces prêts en cours dépassaient de plusieurs fois son capital disponible. Donc, c'est sûr que s'il n'y a pas de liquidité qui rentre, la société va crouler. Et donc, pour cacher ce vice-là, elle vendait ses dettes à des banques qui étaient localisées aux îles Cayman Islands, avec la promesse de les racheter à une date ultérieure. Et donc, lorsque la crise a commencé, Lehman Brothers s'est retrouvé incapable de rembourser sa dette car les clients à qui elle avait emprunté ne payaient pas leurs prêts. Et donc, du coup, ça a fait écrouler tout le système. Donc, tout ça pour dire, tous ces scandales financiers pour dire que la gouvernance, encore une fois, n'avait pas été mise en place d'une façon correcte ou même n'existe pas. Et donc, ça a conclu ou ça a conduit à ces scandales, malheureusement. Et encore, on le voit de nos jours dans certaines organisations. Donc, quelles sont les caractéristiques des systèmes de gouvernance d'entreprise? Donc, la gouvernance d'entreprise, elle permet de s'assurer qu'un système de contrôle adéquat et approprié fonctionne dans l'entreprise et que les actifs peuvent être protégés. Encore une fois, ça nous fait référence aux exemples qu'on a vus précédemment où cette gouvernance n'a pas été respectée. La gouvernance d'entreprise permet d'éviter qu'une seule personne ait l'influence trop importante au sein de l'entreprise. Donc là encore, ça peut créer des conflits. Elle vise également à garantir à ce que l'entreprise est gérée dans le meilleur intérêt des actionnaires. Donc là, parce qu'on va mettre en place des mécanismes pour respecter les intérêts des actionnaires et des autres parties prenantes, en d'autres termes, les employés principalement. Et elle permet aussi d'encourager la transparence et la responsabilité des investisseurs. Donc, par conséquent, les éléments les plus importants dans les systèmes de gouvernance, c'est la transparence, première chose, la responsabilité des membres, des actionnaires, des employés, de la direction, et également l'équilibre des pouvoirs. Donc, si on a ces trois éléments-là en place dans notre société, dans notre organisme,
on va s'assurer qu'on a une très bonne gouvernance et ça va nous éviter de tomber dans des pièges, comme ceux qu'on a vus précédemment. Donc, pour les mécanismes de gouvernance, donc on en a de deux sortes. On a ceux qui sont internes à l'entreprise. Donc là, c'est le conseil d'administration, le comité d'administrateurs, mais on a également des mécanismes externes. Donc là, externe, ça veut dire tout ce qui n'est pas du ressort de l'entreprise et qui ne peut pas avoir une influence directe. Donc là, on parle des lois et des réglementations, le marché des capitaux, le marché du contrôle des entreprises, les actionnaires et également les activités des investisseurs. Donc, quelle est l'importance de la gouvernance d'entreprise? On l'a déjà cité précédemment à plusieurs reprises, mais là, on va encore faire un petit peu le focus pour que vraiment que vous preniez la gouvernance à un titre élevé, un titre important au sein de votre structure. Donc, si vous souhaitez lancer votre entreprise ou la mettre déjà en place dans votre structure actuelle. Donc, la gouvernance d'entreprise, elle consiste à assurer la conduite d'une entreprise de sorte qu'elle soit responsable, équitable et ouverte dans toutes ses relations. Et donc, au sein de l'entreprise, c'est le conseil d'administration qui est responsable de cette tâche. Donc, l'un des principaux objectifs de la gouvernance, c'est de veiller à ce que les dirigeants gèrent les finances de l'entreprise de manière efficace, qu'ils agissent toujours dans l'intérêt primordial des parties prenantes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par parties prenantes? Ce sont les actionnaires, les employés, les clients, les fournisseurs, mais également les créanciers. Et donc, en fin de compte, la gouvernance, c'est une forme d'assurance pour que les actionnaires et les parties prenantes concernant leurs fonds. Alors là, on a parlé tout à l'heure des mécanismes externes. Donc, bien sûr, c'est l'importance des lois. Donc, les lois ou ce qu'on appelle les législations sont les termes généralement employés pour désigner les lois fédérales ou provinciales qui régissent les conduites de toutes les coopératives ou de toutes les entreprises. Donc, nous, on va faire le focus sur les coopératives, les entreprises sociales. Donc, ces types de structures peuvent s'incorporer aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Donc, c'est pour ça qu'ils vont répondre à la loi sur les sociétés coopératives de l'Ontario, s'ils s'incorporent au niveau de la province de l'Ontario, ou bien la loi canadienne sur les coopératives si elles s'enregistrent au niveau fédéral. Donc, ces lois, elles précisent plusieurs éléments de la gouvernance, entre autres la dénomination sociale, c'est-à-dire le nom légal que vous allez donner à vos structures, le sceau et le siège social, c'est-à-dire où votre entreprise va être localisée, les pouvoirs, donc comment les pouvoirs sont gérés ou sont distribués au sein de votre structure, les membres, quel est leur pouvoir, quel est leur devoir, leur responsabilité, mais également leurs droits, l'assemblée des membres et aussi finalement l'administrateur et les dirigeants. Donc tout ça, ce sont des éléments que vous devez inclure dans votre gouvernance lorsque vous lancez une entreprise. Donc là, on a parlé tout à l'heure des administrateurs. Donc là, on va voir quelles sont leurs obligations et qu'est-ce qu'ils doivent respecter. Donc là, ils ont deux obligations fondamentales. Donc, principalement, chaque administrateur au sein d'une entreprise doit agir honnêtement et de bonne foi. Donc là, c'est ce qu'on appelle le devoir de loyauté. Doit exercer le soin, la diligence et la compétence d'en faire preuve une personne raisonnablement prudente. Donc là, on appelle ça le devoir de diligence. Un administrateur peut également être conjointement ou solidairement responsable de certains paiements effectués par l'entreprise s'il est insolvable ou dans l'année précédant la faillite, donc y compris le paiement des dividendes, le rachat des actions ou l'aide financière. Et enfin, il peut être tenu responsable d'avoir autorisé ou participé à certaines actions frauduleuses qui induisent en erreur ou désavantage les créanciers. Donc, son rôle est très important, ses obligations sont très importantes. C'est pour ça qu'il faut être vraiment une personne responsable de tous ces actes avant de prendre des décisions. Donc là, maintenant qu'on a vu les obligations des administrateurs, on va découvrir quel est le droit et les pouvoirs des actionnaires. Les actionnaires sont les personnes qui rachètent ou qui achètent des parts dans la coopérative.
Donc, bien que les administrateurs aient une obligation envers la société et non envers les actionnaires individuels, donc les actionnaires se voient accorder un rôle particulier dans la gouvernance des sociétés canadiennes. Donc, de plus en plus, donc les actionnaires au Canada prennent des mesures pour faire connaître leur point de vue au conseil d'administration et exercent leurs droits lorsque la réponse du conseil ou le rendement de l'entreprise n'est pas satisfaisant pour eux. Donc, pour ça, il y a certaines questions qui sont d'importance fondamentale et qui doivent être approuvées par les actionnaires, donc notamment la modification des statuts et du règlement intérieur. Donc, l'entreprise ne pourra pas prendre cette décision avant d'en parler aux actionnaires. Les fusions, ça veut dire deux organisations ou deux entreprises qui vont devenir une. Les réorganisations, ça veut dire au sein de la structure, on va peut-être fusionner certains départements ou on va renvoyer des personnes ou dissoudre des départements. Donc, tout ça, c'est de la réorganisation. Il faudra encore une fois que ça soit approuvé par les actionnaires. Et enfin, la vente ou de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de la société. Donc, cette décision ne pourra pas être prise solennellement par les administrateurs, mais il faudra que ça soit approuvé par les actionnaires. Donc maintenant, on va voir quel est le pouvoir des membres. Donc les individus deviennent membres d'une coopérative parce qu'il a des bénéfices, bien entendu, mais aussi parce que la coopérative leur permettra de répondre à leurs besoins et à leurs aspirations. Donc l'avenir de la coopérative dépend des choix que font les membres à l'Assemblée générale annuelle. Il est capital d'avoir un bon conseil d'administration en place. Donc il est également important que tous les conseils d'administration des coopératives consultent régulièrement les membres de leur coopérative parce que la démocratie, elle ne se vit pas uniquement lors de réunions, mais vraiment au jour le jour de la vie de la coopérative. Donc, le rôle des membres, encore une fois, n'est pas seulement l'élection des membres du conseil d'administration, c'est à eux de continuer le dialogue. Donc, par exemple, pour leur faire part de leurs craintes, proposer des nouveaux projets, appuyer les différents projets que le conseil d'administration va proposer et également aider à identifier les problématiques que vivent les membres afin de trouver des solutions et avancer ensemble. Donc là, on a vu ce que sont les pouvoirs des membres. Maintenant, on va voir quels sont leurs droits vis-à-vis de la structure. Donc, les droits des membres, elles sont plusieurs sortes. Donc, bien sûr, il y a le vote sur les questions dont on a parlé précédemment. Donc, ça peut être les politiques, les opérations, la gestion, les amendements au règlement. Donc, si jamais on fait des modifications au règlement administratif ou au statut. Le membre a également l'éligibilité d'être élu au conseil d'administration. Il peut être nommé aussi sur différents comités, donc le comité de finances, le comité de ressources humaines, politique, programmation, etc., qui peut exister au sein de la structure. Le membre a également accès à la formation sur tous les aspects reliés à la coopérative et à l'information. Les membres ont également le droit de participer dans les opérations, les produits et les services de la coopérative, par exemple, vendre et acheter ou se procurer des services. Ils ont droit à des rabais quand c'est quelque chose qui est mis en place par la coopérative. Un rabais signifie un prix spécial ou diminué par rapport à d'autres personnes parce que voilà, il est membre, donc il a droit à ce rabais. Par exemple, si c'est une épicerie, une épicerie coopérative, par exemple, le membre peut avoir 5% ou 10% de réduction sur le total de sa facture parce qu'il est membre de cette coopérative. L'obtention des ristournes, donc c'est aussi dans le même volet. L'accès à l'information reliée aux finances de la coopérative, donc, parce qu'encore une fois, on a dit que dans le monde de la coopérative, on parle de transparence. Donc là, toute l'information pourra être produite à n'importe quel moment si le membre souhaite y avoir accès. Alors maintenant, quelles sont les responsabilités des membres? On a vu un petit peu en relation avec les droits, pouvoir être présenté au conseil d'administration, accepter une nomination au comité, voter durant les réunions, être informé de la structure de la gouvernance, participer le plus possible dans la vie de la coopérative, parce que c'est aussi important. La coopérative vit par ses membres et pour ses membres.
partager les pertes, parce que dans une coopérative, il n'y a pas uniquement des bénéfices, mais des fois, il y a des pertes, donc il faut accepter ce volet-là. Comprendre les aspects reliés aux finances de la coopérative, etc. Donc, contribuer aux discussions durant les réunions. Donc, il faut être un membre assez actif pour vraiment donner vie et donner de l'élan à votre coopérative. Donc, depuis tout à l'heure, on parle de l'Assemblée générale annuelle. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement, ou l'AGA, le diminutif est plus souvent utilisé. Donc, c'est l'instance suprême de toutes les coopératives. Donc, vraiment, c'est là où tout se fait. Et en général, elle est convoquée une fois par an. Et donc, l'Assemblée générale, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet aux membres de la coopérative de se rencontrer, de se prononcer sur la mission de la coopérative, de recevoir les rapports d'activité et de débattre, bien sûr, des différentes orientations que la coopérative souhaite mener dans la prochaine année ou les prochaines années. Donc, l'AGA est aussi le moment privilégié pour que les membres s'expriment et partagent leur opinion. Donc, pour le processus d'élection, donc il est défini dans les règlements administratifs de chacune des coopératives. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les statuts. Donc, habituellement, ce qui se fait, c'est lors de l'Assemblée générale annuelle. Donc, une personne sera choisie par les membres pour assumer le rôle de président et le rôle de président des élections. Et bien sûr, quelques personnes seront également les scrutateurs pour compter les bulletins de vote. Donc, le vote se fait habituellement par scrutin secret pour, bien sûr, avoir une certaine indépendance. Donc, le rôle du conseil d'administration, on l'a vu précédemment, c'est de prendre des décisions, bien évidemment, qui sont dans l'orientation ou qui sont dans le bien ou le bénéfice de l'entreprise. Et bien sûr, les administrateurs et les administratrices ne peuvent pas prendre de décision comme ça parce qu'il faut ce qu'on appelle un quorum. Un quorum, c'est le nombre minimum d'administrateurs de la coopérative dont la présence est requise pour tenir une réunion officielle. En général, mais là encore, ça peut être individualisé, personnalisé, c'est 50% plus un membre pour pouvoir pour prendre des décisions. Alors, les responsabilités du conseil d'administration, bien sûr, c'est de tenir les rênes de la coopérative et en assurer l'orientation et de gérer les affaires de la coopérative au nom de ses membres. Donc, le conseil d'administration a l'autorité de mandater des employés ou toute autre personne qui accepte d'agir en son nom pour certaines décisions, par exemple la direction générale. Donc, les responsabilités du conseil d'administration, voilà, les administrateurs et les administratrices qui composent ce conseil d'administration, comme je l'avais dit précédemment, ils sont tenus responsables des actes illégaux de la coopérative si jamais elle va au contraire des lois fédérales, provinciales ou municipales. Elle est également responsable des gains impayés aux employés. Donc, si jamais le salaire n'a pas été versé pour le travail qui a été déjà complété. Ils sont responsables des montants payés aux membres, de toute négligence et de la réalisation d'un plan d'action qui respecte les orientations confirmées. Donc, c'est quand même un rôle qui est très important au sein de la structure et qu'il faut tenir au sérieux pour pouvoir répondre à ces obligations. Donc, à titre de représentants des membres de la coopérative, les administrateurs font face à 3 obligations. Donc, le devoir ou l'obligation de diligence, c'est-à-dire qu'il faut agir d'une façon prudente et raisonnable en faisant preuve de bonne foi pour agir dans le meilleur intérêt de la coopérative. Devoir de loyauté, c'est-à-dire il concerne l'obligation de faire primer les intérêts de la coopérative sur les intérêts personnels et le devoir d'obéissance. Donc, bien sûr, agir conformément aux politiques administratives de la coopérative et aux autres lois et règlements qui la régissent. Donc, bien sûr, si un des membres du conseil d'administration ne respecte pas ces obligations, alors, bien sûr, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Et donc là, il faudra accepter les conséquences. Donc, pour les conflits d'intérêts, bien sûr, chaque membre du conseil d'administration doit éviter de se placer dans ce type de situation pour ne pas agir pour ses intérêts personnels, mais plutôt pour les intérêts de la coopérative. Donc là, bien sûr, on cite juste quelques guidelines qu'il faut respecter pour ne pas rentrer dans ce type de conflit.
Donc, toujours dans cet esprit de visibilité, dans cet esprit de transparence, donc les administrateurs doivent agir, comme on l'a dit, d'une façon raisonnable, doivent prendre des décisions et agir pour le bien de la coopérative. Sinon, ben, il peut y avoir des conséquences. Donc, en général, ce que font ces administrateurs, c'est qu'ils prennent des assurances pour se protéger justement. Alors, quels sont les rôles au sein du conseil d'administration? Donc, il y en a plusieurs. Ben, il y a le président et la présidente, le vice-président ou la vice-présidente, le secrétaire et enfin le trésorier. Donc, ça, ce sont les principaux rôles qu'on trouve. Et bien sûr, chacun a des rôles bien spécifiques. On va pas aller dans le détail de chaque rôle, mais ça, vous pouvez le voir à tête reposée. Mais bien sûr, la présidence, comme vous pouvez l'imaginer, ben, elle représente la coopérative. Elle a le droit de vote comme tous les autres administrateurs, mais s'il n'y a jamais égalité, c'est son vote à elle qui va être prédominant. La vice-présidente, ben, comme son nom l'indique, en cas d'absence ou d'incapacité du président ou de la présidente, c'est le vice-président qui va la remplacer. Le secrétaire, quant à lui, ben, il va garder le sceau de la coopérative. Il va être responsable de l'envoi des avis de convocation à toutes les réunions du conseil et des assemblées des membres. Il va incomber sa charge de secrétaire où le conseil peut du moins exiger de lui ou d'elle. Donc voilà, il a des fonctions assez spécifiques. Le trésorier, comme son nom l'indique, ben, c'est signer les chèques, c'est déposer les fonds en caisse, responsabilité de créer le compte en banque et de le gérer, etc. Donc, le conseil d'administration et les opérations de l'organisme, donc les relations entre les deux structures ben, sont très importantes au sein de la coopérative. Donc, la direction ou le coordinateur peuvent déléguer un bon nombre de responsabilités au personnel. Et donc, la direction générale, bien sûr, son rôle, c'est toujours d'appuyer le conseil d'administration en faisant quoi? Ben, en gérant l'exploitation de l'association et en fournissant un soutien et de l'information nécessaire pour que les membres du conseil puissent accomplir leurs responsabilités en bonne et due forme. Donc, quelles sont les fonctions de la direction? Ben, on l'a dit précédemment, ben, c'est embaucher, former, attribuer du travail au personnel, assurer la gestion financière, coordonner toutes les activités pour atteindre les objectifs qui ont été établis dans le plan financier et le plan stratégique, et bien sûr qui ont été appuyés par le conseil d'administration. Bien sûr, la délégation, c'est quelque chose d'important parce qu'on n'est pas surhumain, comme on peut le voir sur la photo. Donc, qui peut déléguer à qui? Ben, le conseil d'administration peut déléguer à un comité pour une réflexion plus approfondie sur certains sujets. Le conseil d'administration peut déléguer certaines fonctions à la direction. La direction, quant à elle, elle peut déléguer à des membres de son équipe de travail et la présidence peut déléguer certaines fonctions à la vice-présidence. Vu tout à l'heure, bien sûr, c'est une incapacité, une absence ou toute autre raison valable. Donc là, on va voir le rôle des différentes personnes ou divisions au sein du conseil d'administration. Donc, bien sûr, la présidence, bah, c'est un peu le chef d'orchestre au sein du conseil d'administration. Donc, il va créer un certain climat propice au bon déroulement des débats. Il va résoudre les éventuels conflits s'ils existent, gérer le temps imparti pour avoir des discussions de qualité et bien sûr respecter l'ordre du jour. Les membres du conseil d'administration, bah, ce sont les personnes la personne qui va assumer la présidence ou l'animation, bah, elle ne peut cependant être seule responsable de l'efficacité d'une réunion. Donc, c'est pour ça qu'il y a les autres membres qui vont aussi s'assurer du bon déroulement de cette réunion et d'atteindre les résultats qui ont été visés au départ. Donc, il est utile que tous les administrateurs connaissent leur rôle et les dynamiques de groupe et sachent aussi utiliser les techniques d'animation. Donc, voilà, pour connaître un petit peu aussi les rôles qu'ils peuvent avoir dans le futur, parce que ces membres-là peuvent être des futurs présidents et présidentes au lendemain. Ils peuvent aussi être appelés à présider un comité de travail, donc il faut avoir cette discipline-là en place. Donc, les techniques d'animation d'une réunion du conseil d'administration diffèrent de celles qui sont prises lors d'une assemblée générale. Donc, en effet, le nombre de participants nécessite que l'assemblée générale fonctionne selon les règles bien définies et connues de tous.
Donc, ainsi, l'usage d'une procédure, ce qu'on appelle par exemple le Code Morin, garantit à toutes et à tous le droit démocratique de s'exprimer. Alors, quels sont les différents styles de présidence? Donc, une réunion du conseil d'administration nécessite tout de même que l'on ait recours à des règles de fonctionnement, même celles-ci doivent être plus simples et plus souples. Donc, en effet, un trop grand recours à la procédure aura tendance à alourdir le fonctionnement du conseil d'administration, donc voire à gêner les travaux du conseil. Donc, la personne qui va présider la réunion doit savoir doser ses interventions, c'est-à-dire utiliser ou oublier la procédure selon l'importance des points de discussion, donc bien sûr pour faciliter le discours. Et donc, il y a 3 types de techniques d'animation. Donc, susciter la participation active de toutes et de tous, donc pour avoir l'avis de toutes les personnes autour de la table, faciliter la prise de décision et la formation de consensus, et enfin, favoriser les échanges d'idées et éviter l'émergence de conflits personnels. Donc, les techniques d'animation, bien sûr, c'est respecter les règles, clarifier, donner la parole, valoriser le groupe afin que tout le monde se sente considéré et important au sein du conseil d'administration. Alors maintenant, on va parler des comités. On a déjà cité quelques-uns auparavant, comité de ressources humaines, comité d'opération, donc comité de travail. Donc ce sont des organes qui sont importants au sein d'une coopérative parce que grâce à eux, les membres vont acquérir une certaine expérience au sein des coopératives et aussi une voix qui leur permet d'influencer les décisions. Donc, qu'est-ce qu'un comité en soi? C'est un groupe de personnes qui est nommé ou élu, qui se réunissent de façon régulière pour prendre en considération les affaires qui leur sont confiées, les examiner ou de prendre des mesures appropriées. Donc, quelles sont les raisons pourquoi les comités donc, il y a certaines questions essentielles que l'on doit se poser avant d'en créer. Donc, bien sûr, quel est le but de ce comité? De quelles ressources a-t-il besoin? Quels sont les pouvoirs, etc. Donc, s'il n'y a pas de but vraiment ou de raison d'être, alors il est déconseillé de créer des comités. Après, si on souhaite en mettre en place, donc nous avons 2 types de comités, les comités permanents et les comités ad hoc. Donc, pour les comités permanents, ils découlent de la régie interne ou du règlement administratif. Pour les comités ad hoc, donc ils sont nommés dans un but particulier et ont une existence à court terme. Quelles sont les fonctions principales des comités? C'est effectuer du travail préparatoire en vue des décisions du CA, mener des tâches au nom du conseil d'administration dans certains domaines, collaborer avec le personnel pour accomplir certaines activités et enfin être un lieu de formation pour les futurs membres du conseil d'administration. Donc, comme un centre d'entraînement pour préparer les personnes au futur. Bien sûr, il est essentiel de motiver et de reconnaître la contribution de tous les membres s'ils sont efficaces. Donc, cela veut dire commencer toutes les réunions avec la remise des prix, avec des remerciements, parce que c'est ce qui va encourager les personnes et les motiver pour faire un travail qui soit vraiment de qualité. Donc ça, quel que soit le type d'organisation, il faut toujours motiver et reconnaître ses employés ou ses travailleurs. Pour la viabilité, donc le développement de la coopérative, il ne s'arrête pas uniquement à son incorporation ou à son lancement, mais le développement coopératif, il va s'effectuer tout au long de l'existence de la coopérative et le maintien de la coopérative fait partie de ce processus. Donc là, je partage avec vous certains éléments clés quant à la viabilité d'une coopérative. C'est d'abord trouver et recruter de nouveaux membres, orienter les nouveaux membres, assurer une bonne communication auprès des membres, fournir des opportunités de formation, parce que ça, c'est très important pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aussi comprendre les différentes nouveautés qui puissent exister et bien sûr, coopérer avec d'autres coopératives. Donc, voici quelques éléments clés à retenir de cette présentation. C'est qu'il existe vraiment des formes diverses et variées d'entreprises et vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux en fonction de vos aspirations, vos désirs, vos passions, mais aussi vos connaissances pratiques. Le modèle coopératif qu'on a présenté aujourd'hui offre justement la possibilité de prendre en charge une mission sociale si c'est quelque chose qui vous tient à cœur pour répondre aux besoins de la communauté, parce qu'encore une fois,
quand on fait une mission sociale, c'est qu'on répond aux besoins de notre environnement dans lequel on vit. Et enfin, le modèle coopératif permet de s'associer plus facilement et de résoudre des défis collectivement. Donc ça, c'est vraiment les forces essentielles du modèle coopératif que nous, on aime bien en faire la promotion. Et enfin, je partage quelques ressources utiles qu'on a vues durant cette présentation. Et donc, bien sûr, vous les aurez et vous pouvez les consulter. Bien sûr, vous avez aussi mes coordonnées, donc vous pouvez toujours me contacter si vous avez des questions sur la présentation, sur le modèle coopératif ou bien encore sur l'un de nos programmes. Donc, il me fera plaisir de vous répondre. En tout cas, un grand merci pour votre attention aujourd'hui. C'était un plaisir de vous présenter ce module-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations euh, que voilà, c'est pas un sujet dont on parle tous les jours, mais voilà, j'espère que vous avez pu retenir certains concepts. Et puis voilà, il me fera plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Et Merci, merci, Gabriela. merci beaucoup, Mamoun. Il y a des questions et on encourage les participants aussi à poser des questions. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une coopérative? Et si tu peux parler de différents éléments de ta présentation par rapport à cet exemple-là. Oui, tout à fait. Donc, je peux te donner l'exemple d'une coopérative que j'ai personnellement assistée. Donc, c'est une épicerie dans le nord de l'Ontario, donc dans les environs de Sudbury. Et donc, cette épicerie, en fait, enfin, maintenant, c'est devenu une coopérative. À la base, c'était une épicerie qui allait fermer parce que, voilà, la personne a voulu fermer. C'était la seule épicerie pour toute la communauté. Alors, je vais juste fermer mon écran, comme ça, je peux vous voir. Et donc, cette épicerie, pour ne pas qu'elle ferme, donc les membres de cette communauté se sont associés et se sont dit non, ben, si on ferme l'épicerie, on ne va plus avoir de lieu où on va faire nos courses et on doit voyager des kilomètres et des kilomètres pour le faire. Donc, l'ensemble de la communauté s'est associée. Ils ont collecté des fonds, un peu plus de 300 000 $ et ils ont racheté cette épicerie. Et bien sûr, comme ce sont des personnes qui ne se connaissent pas, ce sont juste des voisins, des membres de la communauté, ben, ils se sont dit quel est le modèle qui va vraiment nous servir, qui va nous aider sans créer des conflits entre nous, ben, c'est le modèle coopératif. Et donc, nous, on les a accompagnés dans cette structure-là pour la mettre en place, pour mettre en place les différents comités qu'on a vus, le conseil d'administration qui va être le président, qui va être le vice-président, quel est le rôle et la responsabilité de chacune de ces personnes-là afin de ne pas créer des conflits. Maintenant, l'entreprise, la coopérative, elle existe depuis 2011 déjà. Donc, ça fait plus que 10 ans maintenant et c'est une entreprise qui est viable. Elle fait chaque année plus de 3 millions, 4 millions de chiffre d'affaires. Et il y a droit d'achat pour être membre. C'est-à-dire, je suis nouveau, je viens m'installer dans cette ville, je veux acheter de cette coopérative. Bien sûr, on peut acheter de la coopérative sans être nécessairement membre, mais si je suis membre, ça veut dire que je m'investis aussi personnellement dans cette coopérative et que j'ai mon droit de vote, mais mon droit aussi de parole. On a vu aussi tout à l'heure qu'en étant membre d'une coopérative, dans ce cas-là de cette épicerie coopérative, je peux avoir des ristournes. Donc, en tant que membre, à la fin de l'année, ben, on m'accorde, je ne sais pas moi, 20% ou 30% ou certains produits qu'on me donne gratuitement parce que voilà, je suis membre de cette coopérative et que je participe à sa vie de tous les jours. Donc, voilà, les gens, ils aiment bien, les personnes aiment bien ce modèle-là parce que ça leur permet vraiment d'exprimer leur opinion, d'avoir aussi une certaine expérience professionnelle puisqu'on peut agir dans la vie de cette coopérative et l'orienter vers le futur. Aussi, ce qui est très important dans le modèle coopératif, on l'a vu tout à l'heure, c'est que même si je suis riche, j'ai des millions de dollars et qu'une personne a moins, c'est pas parce que j'ai plus d'argent que je vais avoir plus de droits de vote ou je vais avoir plus de poids. Non. Un membre égale un vote. Donc, même si je mets plus d'argent, je vais quand même avoir qu'un seul vote. Et donc, ça aussi, c'est très important. Donc, le principe démocratique est un principe que l'on retrouve dans toutes les coopératives. C'est pour ça que c'est un modèle résilient. Et d'ailleurs, on a vu pendant la crise de la COVID-19 que c'est un modèle qui est resté fort, résilient et qui n'est pas tombé dans la faillite comme pour d'autres modèles d'entreprises que l'on connaît. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, Gabrielle. Oui, oui, merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais voir sur le chat s'il y en a des questions. Une autre question pour le conseil d'administration, est-ce qu'ils sont payés ou Alors, ça dépend. C'est voilà? une très bonne question. Donc, certaines structures proposent un format de paiement aux administrateurs parce qu'ils travaillent vraiment soit à plein temps, soit à mi-temps. Mais pour la plupart, c'est du volontariat. Parce que voilà, être membre du conseil d'administration, ben ça donne aussi une certaine prestance à votre CV, à votre LinkedIn. Et sûr, ça vous aide aussi à une échelle personnelle et professionnelle à croître parce que vous apprenez de nouveaux concepts, vous apprenez à prendre des décisions pour une entreprise. Donc, c'est quand même un rôle très important à jouer. Mais pour la plupart, ce sont des volontaires. Par exemple, dans notre organisation, le Conseil de la coopération de l'Ontario, nos administrateurs sont toutes et tous des volontaires. OK, super. Si on n'a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous dire pour finir cette présentation? J'ai beaucoup appris et je crois que les participants aussi. Merci beaucoup pour toute l'information. C'est un peu trop, mais ça nous donne une idée globale sur le sujet et on peut approfondir avec les ressources que tu nous as données. Oui, tout à fait. Et bien sûr aussi avec les slides, parce que voilà, j'ai pas tout cité, j'ai vraiment donné que l'essentiel de l'information, parce que si on rentre dans les détails, je pense qu'il nous faudra une demi-journée et même peut-être c'est pas suffisant. Mais voilà, c'est principalement, il y a du côté légal, il y a du côté administratif, mais il y a surtout du côté organisationnel qu'on doit mettre en place dans la structure. Mais ça vous donne une première idée, un premier goût sur sur le sujet. Merci beaucoup, Véronique. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à toi, Mamoun. C'était très intéressant. Est-ce que la présentation est disponible? Oui, tout à fait. Donc, je vais vous transférer la présentation. Comme ça, vous pouvez la partager avec les participants et les participantes. OK, merci beaucoup et bonne Merci journée. beaucoup. Et puis, on aura l'occasion de se voir bientôt, enfin au mois de mars, pour une présentation sur le plan d'affaires et le business model Canvas. Et donc, j'aurai l'opportunité de vous rencontrer de nouveau. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriela. Merci tout le monde.